Matarba, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Et tout le plaisir est pour moi pour partager avec vous quelques moments de communication et ça permet aussi de saluer l'ensemble de vos auditeurs. Alors, ministre des Sports, des trophées Coupe d'Afrique pour le basketball, ensuite pour le beach soccer, aujourd'hui pour le football. Matarba, ministre des Sports, oui, ça a tout son sens aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. D'ailleurs, je dois tout ça au chef de l'État, le président Macky Sall, qui m'a mis à la tête de ce département. Et voilà, 7 ans, 7 mois. Et qui nous donne les moyens aussi de travailler et en relation avec tout le mouvement sportif du comité olympique, à la tête duquel il y a Mamadou Ndiaye et avec toutes les fédérations où on retrouve de fortes personnalités et des patriotes. Nous avons su travailler en toute intelligence pour arriver à ce résultat que vous venez d'énumérer. Parce que gagner une coupe, ça ne se décrète pas. Gagner une coupe, c'est du travail. Il faut prendre le temps de le construire et d'avoir des objectifs intermédiaires, d'y arriver jusqu'au sacre final. C'est ce qui nous est arrivé le 6 à Yaoundé. L'équipe qui vient de remporter le trophée n'est pas une équipe de 2022. Ça a été une équipe qui a été construite. C'est une équipe qui a été bâtie en analysant nos échecs, nos réussites, en capitalisant aussi ce qui va bien. La fédération a eu à contribuer fortement, l'encadrement technique, le président Augustin Senghor et Aliou Cissé. Les joueurs se sont investis à 100%, mais derrière, il y a eu l'investissement de l'État. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ce résultat positif qui fait honneur au peuple sénégalais et qu'il a suffisamment montré. On reviendra sur le rôle et la place du département dans ce sacre, mais il n'y a pas que le football qui a honoré le Sénégal. Antérieurement, on a vu les judokas, les karatékas, mais également le basketball. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette prédominance du football sur les autres sports? Mais c'est ce que j'ai dit, j'ai parlé des autres fédérations parce qu'on en a plusieurs. Et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure aussi, il y a eu d'autres disciplines comme le judo, comme le karaté, comme le basket, le handball, le taekwondo. Mais beaucoup de disciplines aujourd'hui, depuis 2014, ont fait d'excellents résultats. Le football prédomine, ce n'est pas particulier au Sénégal, c'est partout parce que c'est la puissance de l'organisation du football mondial qui tire effectivement le football au niveau local, au niveau africain. Si on fait une petite comparaison, le Cameroun qui nous réussit bien, parce que le trophée pour les filles en basket, c'était en 2015, j'étais allé à Yaoundé les récupérer avec l'avion présidentiel. Et cette année aussi, on est retourné au Cameroun pour gagner le trophée de football. Mais on ne peut pas comparer. Peut-on parler d'exception camerounaise? Si on parle d'exception camerounaise, on parlera aussi de l'Égypte qui nous réussit tout le temps. Parce qu'en 2014, quand je venais fraîchement d'être nommé ministre des Sports, le premier match international que j'ai eu à coordonner, c'était contre l'Égypte, le 5 septembre 2014. On a battu par 2-0. Je pense que cette année aussi, on l'a rencontré en finale et ça nous a réussi. Donc il y a l'exception camerounaise, l'exception égyptienne. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les disciplines aujourd'hui sont en train de gagner des médailles au plan africain, de gagner en tout cas de bonnes places au niveau africain. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi je rendais hommage aux responsables de l'ensemble des disciplines. J'ai dit, avant notre arrivée ici, il y avait beaucoup de difficultés entre la tutelle et l'ensemble des fédérations. C'était une guerre permanente. Mais on ne peut pas arriver à un résultat positif si on ne s'entend pas. Surtout entre l'État et les délégataires de pouvoir. Donc nous avons travaillé autour de ces questions en toute intelligence et on a trouvé l'équilibre. Il y a toujours des difficultés, sûrement. Mais on ne pointe plus du doigt qui l'a fait. On cherche des solutions ensemble. C'est ce qui a fait qu'on a stabilisé le milieu et nous nous sommes maintenant engagés dans un combat patriotique
pour, au-delà de nos problèmes, comment faire pour satisfaire le peuple, comment faire pour mieux vendre l'image du Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui on en est là. Mais le football, avec la magie du football, avec tous les investissements qui sont dans le football, ce qu'on gagne quand on se qualifie, on a tendance à penser qu'il n'y a que le football, mais il n'y a pas que le football. Oui, il y a un besoin d'équilibre quand même. Oui. D'équité, on est dans l'équité dans cette question-là. Chacun, on gère toutes les disciplines avec beaucoup de personnalité, beaucoup de respect. C'est ce qui nous vaut ce respect aussi. Parce que si on faisait effectivement de la discrimination tous les jours, on n'aurait pas eu cette stabilité dans le domaine des sports aujourd'hui au Sénégal. Mais alors, Matarba, ministre des Sports, la place et le rôle du département dans la gestion d'avant, mais surtout durant la compétition, et le sacre au finish. Mais en vous regardant, monsieur le ministre, êtes-vous débarrassé de ce poids psychologique? Apparemment, vous le portez toujours. Mais je n'ai pas fini pour le moment parce que je suis en mission et tout est difficile. Oui. C'est un secteur que les gens ont tendance à banaliser, mais il n'y a pas plus difficile que le monde sportif. A-t-il raison celui hier avec qui je discutais, il me disait, c'est un de vos proches certainement, oui, il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait trop d'enjeux. Il y avait même la vie du ministre qui était en jeu. Mais pourquoi est-il allé trop loin pour dire cela? Je pense qu'il est allé loin parce que la vie, non, je ne pense pas. Mais il a raison que c'était des risques. Oui. Parce que vous avez vu cette mobilisation exceptionnelle des Sénégalais. C'est ça. Si les Sénégalais s'étaient mobilisés autour d'autre chose que l'effervescence, la joie, mais ce serait pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on aurait eu le temps de pouvoir tenir cette émission-là. Donc, mais c'est ça la gestion des affaires publiques. Quand on est dans le gouvernement, on gère des risques. Oui. C'est des moments où celui qui est à la tête doit assumer ses responsabilités. De la même manière que les acteurs, puisque mais bien sûr, même Sadio Mané, Okacha, l'excellent footballeur, le disait. Mais bien sûr. Si jamais il ratait, c'est sa vie qui serait en jeu. Mais bien sûr, c'est cela. C'est ça, le football. C'est ça la haute compétition, c'est ça la responsabilité. Et ça n'a pas démarré avec la finale. Ça n'a pas démarré avec la finale, parce que si vous m'avez suivi depuis notre qualification pour la Coupe d'Afrique, on a été la première équipe d'ailleurs. J'ai toujours, lors de mes interventions, rappelé l'objectif qu'on avait. C'était gagner le trophée. Il y a beaucoup de Sénégalais qui pensaient que je mettais la pression sur Aliou Cissé. Or, je portais la voix du peuple. Et le peuple m'a donné raison. Si l'objectif, ce n'était pas gagner la CAN, on n'aurait pas eu cette mobilisation exceptionnelle. Donc, dans le cœur de tous les Sénégalais et dans l'esprit des Sénégalais, c'était cette fois-ci, on doit gagner la CAN. Et c'était normal, parce que ça a été basé sur des critères objectifs. Et c'est ça qui nous amène dans la préparation. Parce que cette préparation a été faite d'une manière minutieuse. Non seulement le staff technique a eu un plan de préparation qui a été bien analysé et adopté par la fédération. Ce plan m'a été remis et nous avons cherché les moyens pour satisfaire les besoins du staff technique. D'abord sur le plan budgétaire, ça a coûté combien? Mais sur le plan budgétaire, cette CAN a dépassé les 5 milliards. C'est clair. Mais ça vaut le coup. Ce qu'on a vu le 6 et avant le 6, on ne peut pas se donner même le luxe de faire de la comparaison entre milliards et la joie du peuple. Parce que c'est ça aussi. L'image, ce football qui a tiré la diplomatie sénégalaise. Partout, une explosion de joie au Canada, aux États-Unis, en France, ailleurs, et au Sénégal et dans les villages les plus reculés, ce qui montre que ça valait la peine de mettre ce qu'il faut pour gagner ce trophée. C'était en amont, dans la gestion. Mais justement, durant la compétition aussi, vous l'avez dit, vous n'aviez qu'un seul indicateur, c'est l'atteinte des objectifs. Mais entre-temps, il y a beaucoup de péripéties. Comment avez-vous géré ces moments? Vous avez vu, j'ai fondu entre-temps parce que j'ai quitté une campagne électorale pour plonger directement deux rings dans à la CAN. fois. Et quand je partais à la CAN, l'équipe tenait en tout cas à montrer sa véritable valeur. Les 3 matchs, on a tout entendu. Mais à partir des 8e de finale, il y avait un réveil
Et c'est parti comme ça, en puissance, jusqu'à la finale, jusqu'au stade. Ce réveil vous a-t-il surpris ou... Non, ça ne m'a pas surpris. Parce que si je doutais de la capacité de cette équipe d'arriver, en tout cas, à gagner cette compétition, je ne me serais jamais aventuré à rappeler tout le temps qu'on doit gagner cette Coupe d'Afrique. Oui, entre-temps, justement, est-ce qu'il vous est arrivé de rappeler le coach, par exemple, ou même un membre de la Fédé? Quand je suis arrivé le 26 à Yaoundé, à Bafoussam, oui. À l'occasion de ce match-là contre le Cap-Vert, oui. Je suis rentré dans les vestiaires. Je n'ai pas pu tenir mon discours parce que j'ai retrouvé les Gana Gueye, j'ai retrouvé Cheikh Kouyaté, Sadio Mané, Abdou Diallo, oui. et Alioune Cissé. Ils étaient en train de se parler en véritable patriote pour montrer qu'ils étaient au combat et il n'est pas question qu'ils rentrent bredouille. Donc vous voyez le degré de maturité de cette équipe nationale et de l'encadrement. Ça a été aussi un élément positif d'avoir eu un groupe, une équipe totalement dévouée à la tâche. Mais sans ça, on ne peut pas, même ici en tant que journaliste, un journaliste qui quitte, qui va travailler, il n'est pas dévoué à la tâche, il n'apporte pas d'informations. Donc dans toute chose, il faut de l'engagement. Et ces jeunes-là étaient prêts, en tout cas, à mourir pour le Sénégal. Et c'est ce que j'ai senti. Et le chef de l'État nous a accompagnés. Parce qu'après chaque match, ou bien avant chaque match, je prenais le temps de l'avoir au téléphone et de le passer aux joueurs. Il leur parlait, il rappelait le discours qu'il avait tenu. Mais ce qui s'est passé et qu'il faut magnifier, c'est que le chef de l'État s'était engagé pour que le rêve que les Sénégalais ont se réalise. L'objectif, c'était que je suis le ministre des Sports en 2022, je vais en campagne, je gagne, tout le monde est content, je ne gagne pas, j'assume la responsabilité. C'est parce que c'est ça aussi la loyauté. C'est ça aussi la loyauté, mais aussi à ce niveau, on est dans le cadre de la compétition. Avant les demi-finales, il y avait aussi beaucoup de cas Covid dans l'équipe. Oui, à ce niveau-là aussi, il y avait un management à ce niveau. Oui, un management spécial parce que nous avons suivi aussi. Il y a des Sénégalais qui ont tiré à boulet rouge sur l'équipe nationale. Il y en a même beaucoup qui ont douté de la capacité de cette équipe d'aller au quart de finale. Mais quand on a une situation exceptionnelle, il faut une gestion exceptionnelle. Personne ne s'attendait à avoir des Covidés au premier tour. Mais c'est tombé sur nous. Mais le coach et son staff, ils ont eu l'intelligence de gérer cette phase difficile pour reprendre effectivement tous les cadres et engager totalement la compétition. En réalité, l'équipe nationale a commencé sa véritable CAN lors des huitièmes de finale. Contre le Cap-Vert. Et c'est parti. Et on n'a plus baissé de rythme. On est monté crescendo pour aller jusqu'à la fin de cette compétition. Oui, vous l'avez dit, vous étiez sur 2 rings. Concomitamment, les élections locales, vous étiez candidat à Fatick et la CAN au Cameroun. Alors, lequel des 2 matchs, je veux parler de la CAN et des élections locales à Fatick, lequel des 2 matchs a été le plus important pour vous? Tous les matchs étaient importants. Quand on me suivait en campagne électorale, je terminais toujours mon discours par dire on gagne l'élection et on gagne. C'est gagner et gagner. Gagner les 2 parce qu'il fallait le faire. Il faut gagner Fatick pour ceux qui sont avec nous, pour la coalition Benno Bokk Yakaar, pour le chef de l'État qui m'a choisi pour que je dirige la liste, pour les alliés, il fallait le faire. Mais il fallait aussi gagner pour le Sénégal parce qu'il était temps que ce rêve se réalise. Mais l'un dans l'autre, personne n'a perdu. On a gagné pour le Sénégal, on a gagné Fatick, mais nous tous, nous sommes des Fatickois. Notre devoir, c'est de se donner la main et aller au combat pour l'intérêt de la ville de Fatick. Est-elle aussi belle que la victoire à Dakar? Je veux parler de cette CAN en faisant allusion à la victoire que vous avez obtenue à Fatick. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Mais monsieur le ministre Matar Ba, procédons par étapes séquencées. La prime spéciale de 50 millions. Oui, des polémiques s'en sont suivies. Contestation des personnes larguées. Quelle explication avez-vous à donner? D'abord, je dois préciser que la prime spéciale vient du président de la République, qui a des prérogatives, qui peut accompagner, que ce soit un athlète, que ce soit un Sénégalais lambda. Il le fait tous les jours. Ça n'a rien à voir
avec la gestion du groupe de performance. Le groupe de performance est constitué par nous-mêmes, mais tout est sous-tendu par un arrêté que j'ai signé le 10 août 2021. Et cet arrêté n'est pas composé de noms, c'est des profils. Et le nombre qui doit composer le groupe de performance, c'est ce qu'on appelle la délégation officielle. Cet arrêté avait fixé le nombre à 50. Mais la CAF a autorisé l'entraîneur à aller jusqu'à 28. Or, c'était 23. Il fallait modifier l'arrêté pour aller jusqu'à 55. Et ces 55-là, c'est le personnel administratif, cela veut dire des éléments de la fédération, le directeur de la haute compétition qui est au ministère, le DAGE du ministère qui gère le budget, les entraîneurs, le staff médical. Tout ce personnel-là, c'est 27 membres. Et les 28 joueurs, ça fait 55. Donc, il ne peut pas y avoir de personnes enlevées ou pas, parce que le ministre n'a pas le pouvoir d'enlever quelqu'un qui est choisi par la fédération ou bien par le staff technique. Pour vous donner un exemple, est-ce que moi j'ai le pouvoir de dire que Sadio Mané ne sera pas partie de l'équipe si Aliou Cissé a fait appel à lui? C'est pas possible. Et Aliou Cissé n'est pas plus important que le président de la fédération. Donc pour vous, c'est la responsabilité émanante de la fédération. Non, je veux dire, c'est à la fédération de renseigner l'arrêté qui est signé. Si il choisit un vice-président qui sera en activité pour effectivement la mission qui est en face, qu'on doit aller en Coupe d'Afrique, un vice-président sera dans le groupe de performance parce qu'il a une mission précise. S'ils le mettent et qu'ils sont conformes au nombre de membres de l'arrêté, mais si l'arrêté est signé, lui, il a droit. Et ce qu'on peut comprendre aussi, un groupe de performance ne se constitue pas après la compétition. Ça se fait avant la compétition. Monsieur le ministre, soyons précis. Ce que vous êtes en train de dire s'adresse à la fédération. Non, je précise que ceux qui parlent n'ont pas droit aujourd'hui, après la compétition, de semer en tout cas cette polémique. Parce qu'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Tous les vice-présidents ne peuvent pas faire partie du groupe de performance. Le vice-président qui est chargé des compétitions internationales, c'est normal que quand l'équipe nationale va dans une compétition internationale, qu'il soit dans le groupe de performance, parce que c'est lui qui représente le président de la fédération. C'est possible. Un autre vice-président qui aujourd'hui a une mission précise pour accompagner l'équipe dans cette compétition, il peut être mis, mais quelque part, parce que je précise, parce que j'ai entendu ou bien lu quelque part qu'on dise que c'est monsieur le ministre qui a enlevé telle personne ou telle personne. Je voudrais préciser que le ministre n'a pas ce pouvoir-là. Ceux qui sont choisis, ils sont choisis, les fédéraux, c'est au niveau de la fédération qu'ils sont choisis. Et quand ils viennent et intégrer le groupe de performance, le ministre ne peut pas les enlever. C'est ça que je voudrais préciser. Et préciser encore que si moi je ne suis pas d'accord, parce que je ne suis pas dans un groupe de performance, je n'attends pas la fin de la compétition, qu'il y ait des primes pour que je pose le débat. Je vais le poser avant le départ de l'équipe. Mais est-ce que cette liste était connue d'avance? Mais connue d'avance, ce n'est pas un secret. Ils ont reçu la prime de participation et la prime de sélection quelques jours avant leur départ sur le Cameroun. Mais si on ne fait pas partie, on sait que c'est payé. Si tu dois poser le débat, c'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. En réalité, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de polémique possible. Tout a été fait avec clarté, comme cela a toujours été fait, en conformité avec les textes. Aujourd'hui, au Sénégal, on avait l'habitude d'avoir un débat de primes pour des joueurs, mais pour des gens qui sont élus, qui sont chargés de gérer le football sénégalais, ça c'est incroyable. Mais alors, vous avez parlé tout à l'heure de ce que cela nous a coûté, ce que cette CAN a coûté aux contribuables sénégalais. Mais aujourd'hui, cette CAN aussi a rapporté pour le contribuable sénégalais. On parle de plus de 2 milliards. Aujourd'hui, oui, avec cet argent, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'on a connu plusieurs compétitions. Aujourd'hui, monsieur le ministre, est-ce que vous avez vu l'état
oui, des infrastructures sportives. Mais il faut différencier les choses parce que pour les infrastructures sportives, nous, on ne fuit pas devant nos responsabilités. Pour le moment, c'est la responsabilité de l'État. C'est pourquoi nous avons une politique de réhabilitation. Il y a un déficit à ce niveau. Mais on a hérité de ce déficit. Oui. Même si le ministre là n'est pas le débat, vous êtes dans le cadre de la continuité. Non, mais c'est pourquoi je le dis. La continuité aussi n'exclut pas une lecture lucide de la situation. Parce que quand on hérite de 50 stades, ce n'est pas la même manière que quand on hérite de 2 stades et qu'on a le même objectif. Ce n'est pas la même chose. Oui. Maintenant, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec cet argent qui est attendu? L'argent qui est attendu d'ailleurs, c'est pour la fédération. L'argent qui est attendu va rentrer dans les caisses de la fédération. Oui, mais vous avez mais bien sûr, on a un œil de regard quand même. On a un œil. Et la fédération, tout argent qui rentre dans la fédération, c'est pour le développement du football. Et bien sûr que ça se fera. Nous avons en face aussi. Pourquoi il y a le respect entre l'État et la fédération? Parce que nous avons des hommes de valeur au niveau de la fédération. Et qui font tout pour accompagner le développement du football sénégalais. Parce qu'ils sont délégataires de pouvoir. L'argent n'est pas encore là. Quand l'argent sera là... Parce qu'on a connu antérieurement beaucoup de compétitions. On a été à la Coupe du Monde. On a été... finaliste de la Coupe d'Afrique, Mais l'argent de la Coupe du Monde est investi au niveau du Sénégal. Il y a, vous allez dans les ligues, on n'a jamais pensé que les ligues auront des sièges. Il y a des sièges qui sont là, il y a le football professionnel qui a été accompagné, il y a le fonctionnement, il y a la petite catégorie qui est prise en charge parce qu'au Sénégal, des fois, on oublie. L'État fait le focus sur l'équipe nationale. Mais toutes les équipes nationales, que ce soit l'équipe féminine, que ce soit les petites catégories I17, I18, en général, c'est la fédération qui prend en charge le déplacement et les compétitions totalement. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Cette fédération-là mérite notre confiance. Ils sont en train de travailler. Mais aussi, tout ne peut ne pas être rose. Il y a un devoir d'évaluation et de redevabilité. Mais le devoir d'évaluation, et de redevabilité, ils le font parce que les textes leur imposent ce comportement-là. Aujourd'hui, à chaque fin de saison, il y a une assemblée générale d'information. Et ensuite, ils vont vers une assemblée générale ordinaire. Et ces assemblées générales-là, il y a des documents qui sont pondus. Et ces documents-là retracent toutes les activités, tous les acquis et toutes les dépenses. Ça, il n'y a pas meilleure façon de rendre compte que ce qui se passe au niveau du sport. Mais pour la CAN, mais pour la il CAN, est normal de procéder à une évaluation. Mais la redevabilité aussi par rapport à une feuille de route claire, par rapport à l'argent, voilà ce que nous avons récupéré, voilà ce qui est prévu pour cet argent. Une feuille de route précise. Mais ça se fait. Malheureusement, au Sénégal, on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse toujours quand l'argent est dépensé, on en parle. Mais une fédération ne peut pas dépenser aveuglément. C'est pourquoi j'ai dit, il y a toujours un plan d'action, il y a des activités réalisées, il y a des dépenses qui accompagnent, et ça se dit, parce qu'ils sont élus. Ils représentent la base. Rendre compte aussi. Donc ils rendent compte, c'est pourquoi j'ai dit, non seulement ils rendent compte. Mais quelle est la mission dévolue au ministère, à votre département, concernant justement cette redevabilité-là, autour de cet argent? Il n'y a aucune assemblée générale qui n'est pas supervisée par l'État, à travers les agents du ministère. Parce qu'il y a une direction qui gère les fédérations. Quand il y a une assemblée générale comme ça, nous recevons les rapports, on est là et on écoute, on voit la conformité avec les textes et la transparence. Et ça se fait. Seulement, l'énergie qu'on utilise pour travailler sur cette polémique amplifiée, si on l'avait utilisée pour savoir comment les choses marchent, on aurait gagné du temps et on serait beaucoup plus efficace. C'est déjà une occasion d'en parler. Mais c'est pourquoi je vous le dis. Quand je parle d'Assemblée générale, quand je parle des réunions statutaires, c'est des réunions pour pouvoir rendre compte. Ce n'est pas pour parler d'autre chose. Mais je vous dis que si aujourd'hui on avait senti qu'il y a des choses qui ne vont pas, non, on allait saisir la fédération d'abord, on allait rectifier, parce qu'on a vu quelque part où des fédérations ont été dissoutes, un retrait de délégation de pouvoir et tout, ça existe. Mais là, avec cette fédération, avec les autres fédérations qui aujourd'hui sont en train de tenir le sport sénégalais, le comité olympique, il n'y a pas de chat à fouetter. Oui, mais pour cette expérience, il y a quand même quelque part où ça n'a pas marché. Est-ce que oui, en face des Sénégalais, pourriez-vous dire, écoute, voilà quel secteur qui nécessite un renforcement au sortir de cette campagne? Mais pour cette campagne-là, tout a été rose. Peut-être je ne suis pas encore sorti de l'euphorie et tout, mais véritablement,
je ne peux pas donner de la valeur sur quelque chose qui n'a pas véritablement marché et qui a eu une incidence sur ce qu'on est en train de faire. Direct, je ne l'ai pas vu. Parce que nous avions comme objectif de mobiliser l'équipe, de nous déplacer dans les meilleures conditions, d'aller à la CAN, rester serein, se battre et gagner le trophée. Ça, c'était les étapes. Le seul hic, comme vous l'avez dit, qu'on pourrait recuser, ça ne venait pas de nous. C'est notre logement à Yaoundé, qui était en plein centre-ville. Heureusement, nous avions une équipe disciplinée les jeunes ont décidé de ne pas descendre de leur étage pour ne pas être gênés. Mais entre-temps, avec les autorités camerounaises, l'ambassadeur, nous avons pu sécuriser avec les éléments de la BIP qui nous accompagnent tout le temps. Parce que c'est à nous de sécuriser notre équipe. Et là aussi, ils ont effectué un excellent boulot. Mais ils ont bien travaillé et nous déplaçons. D'ailleurs, pour vous dire les conditions que le chef de l'État nous a demandé de mettre notre équipe nationale, nous avons notre cuisinier qui cuisine. On ne va pas aller dans un pays et laisser les jeunes manger quelque chose qui a été cuisiné par nos adversaires. Nous avons notre cuisinier, nous avons les éléments de la BIP, nous avons le staff et l'État plus la fédération pour gérer ces jeunes-là. Heureusement, ils ont la discipline qu'il faut et le patriotisme pour se priver de ces sorties et de ces choses-là qui pouvaient faire du bruit. C'est une équipe disciplinée. Très disciplinée. On n'a jamais eu une équipe comme ça. Les enseignements ont été tirés des expériences manquées. Mais bien sûr, ça ne sert à rien d'échouer et de ne pas avoir une bonne lecture de ces GSEC et de rectifier. Je vous dis, en 2015, on s'est arrêté au premier tour. En 2017, on s'est arrêté au quart de finale. En 2019, en finale. Et en 2022, logiquement, on a pris la coupe. C'est parce qu'on a su rectifier. Logique pour logique. Oui, mais Matarba, ministre des Sports, aujourd'hui, le cas Aliou Cissé. Aujourd'hui, est-ce que, puisque justement son contrat va bientôt être bouclé, est-ce que vous êtes dans la dynamique de renouvellement de son contrat? Si je vous dirais le contraire, vous aurez surpris. Parce que quand il y a un entraîneur qui a un objectif, on a eu deux objectifs. Il a atteint le premier. Ça veut dire qualifier l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique, ce n'était pas un débat, mais gagner la Coupe d'Afrique. Et qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde. Et aller plus loin. Aliou Cissé, je pense que... A-t-il fini de faire son temps? Aliou Cissé, les plus sceptiques sont d'accord que c'est un très grand entraîneur. Ça a été acté. Il a gagné une CAN. Cette étoile-là... C'est fini? Cette étoile-là, ses prédécesseurs ne l'ont pas eu. Donc, nous devons le féliciter. Au lieu de penser à la rupture ou à la fin de son contrat. Son contrat n'est pas terminé. Il a tout notre soutien. Il va continuer. Dans quelle dynamique êtes-vous avec lui? Je ne suis dans aucune dynamique que de la continuité. Parce qu'en réalité, Aliou Cissé est un agent de la fédération. C'est l'État qui l'accompagne pour prendre en charge son salaire. Mais le plus important, c'est qu'il a la confiance de la fédération. Et personnellement, en tant que ministre des Sports, il a toute ma confiance. Et il va continuer, en tant que patriote, à tenir cette équipe pour les objectifs que le peuple encore est en train de viser. Cela veut dire dépasser les quarts de finale de la Coupe du Monde. Oui, nous y sommes déjà. Moins d'un mois aujourd'hui pour parler de la perspective. Alors se dessine dès à présent le match contre l'Égypte. Mais avant le match, on a un événement d'une dimension internationale. L'inauguration du stade. Mais pour le match, la mission de prospection va se déplacer très très bientôt. Mais pour l'inauguration, déjà, vous l'avez évoqué. L'inauguration, nous nous réunissons tous les jours. Oui. Le stade sera inauguré le 22 février 2022. Le nom du stade ne pose plus problème. C'est le stade du Sénégal. Ça n'a jamais été un débat. En réalité, nous aimons trop de débats. Tout le monde dit etc. Mais cette fois-ci, mais le stade du Sénégal sera inauguré par le chef de l'État. On aura la présence de Paul Kagame, président du Rwanda. Pourquoi le nom, le stade du Sénégal? Mais ça appartient au Sénégal. Pour le moment, c'est ça. Il n'y a pas un mot plus inclusif que stade du Sénégal. C'est ça. Il y a pas, je vois pas. C'est pour trancher net, oui. Non, c'est parce que chercher le plus de consensus possible. Parce que des fois, beaucoup parlent avec beaucoup de subjectivité. Et d'émotion. De cœur. Voilà. Et or, on ne gère pas les affaires publiques comme ça. Le stade du Sénégal est un bijou pour le peuple et pour l'État du Sénégal. Un jour, si
les autorités décident de lui faire porter un autre nom, ça se fera. Mais pour le moment, c'est que le Sénégal avait besoin d'avoir une infrastructure digne de ce nom et le président est allé chercher le meilleur. Mais il n'y a pas que le stade du Sénégal, il y a aussi d'autres stades qui sont attendus. Où est-ce que vous en êtes dans votre politique de décentralisation, justement des infrastructures sportives? Vous savez, la réhabilitation et la construction des infrastructures sportives est un pilier important de notre politique sportive. On ne peut pas développer le sport sans avoir de bonnes infrastructures sportives. Oui. C'est pourquoi on a l'arène nationale, Dakar Arena, on a le stade du Sénégal. On va continuer pour que le Sénégal soit un hub sportif. Nous allons démarrer parce que le chantier est en train d'être mis en place. Léopold Senghor. Quel échéancier pour Léopold Senghor? Mais dès que ça démarre, on vous dira. Parce qu'avec le contre-coup de la pandémie, ça a pris du retard. Mais ce n'est pas pour prendre du temps. On a construit l'arène nationale, Dakar Arena en 11 mois, l'arène nationale presque 18 mois, le stade du Sénégal 17 mois. Je pense que c'est ce rythme qui va continuer parce que nous avons envie de pouvoir remplir les conditions pour l'organisation du CAN. Ça nécessite des moyens aussi. Mais bien sûr, c'est un investissement, je l'ai indiqué au début de mes propos. Le sport n'est plus un jeu, c'est un investissement. Et ça vaut le coup d'investir. Mais j'ai vu hier, ou avant-hier, il y a des choses qui se passent. Si c'était avant notre sacre, ce serait un combat de la violence. Vous parlez de quoi? Un policier est venu me dire, devant le ministère de l'Intérieur, quand on a gagné, il y a un véhicule qui a cogné l'autre. Quand les deux chauffeurs se sont descendus, au lieu de respecter, ils se sont embrassés. Même devant ton pire ennemi, quand Sadio a marqué, je suis sûr que le premier réflexe, c'est la collade. Donc c'est ça la valeur. Football, ça c'est la valeur du sport en réalité. C'est ce vent d'apaisement, c'est ce vent de communion, c'est ce vent de concorde qu'on ne peut pas acheter. 1000 milliards, tu peux ne pas avoir le même résultat. Donc, heureusement que le chef de l'État est à l'écoute des sportifs. Cet investissement, il faut le continuer. Il y a des pays qui sont connus aujourd'hui à cause du sport. Vous prenez le Qatar qui va organiser la Coupe du Monde. Ils ont acheté Paris Saint-Germain. Ce n'est pas pour Paris Saint-Germain tout court, c'est pour vendre la destination du Qatar. Mais il y en a d'autres qui investissent dans des circuits automobiles pour faire décoller l'économie. Est-ce que l'État du Sénégal, justement, aujourd'hui, pense à justement proposer, ou bien même pour ce qui est le choix d'abriter une prochaine Coupe d'Afrique, est-ce que c'est dans la dynamique de l'État du Sénégal? Lors de la pose de la première pierre du stade du Sénégal, le président, dans son discours, nous a donné comme instruction, le président de la Fédération et le ministre des Sports que je suis, qu'on travaille pour remplir les conditions pour pouvoir candidater à l'organisation. Pour quelle échéance? En tout cas, moi j'avais indiqué qu'avant fin 2023, le Sénégal pourrait être dans des conditions qui lui permettent de déposer sa candidature. Vous savez qu'en 2023, c'est la Côte d'Ivoire, en 2025, c'est la Guinée. Mais comme nous sommes en Afrique, où il y a des désistements à la dernière minute, le mieux, c'est d'être prêt. De postuler, Le mieux d'être prêt. Et d'inverser la tendance. Parce que en Afrique, on prend déjà, on vous attribue la compétition et on démarre la construction. Nous, on veut être prêt avant de demander à organiser. Oui, alors pour rappeler à nos auditeurs que nous recevons le ministre des Sports, Matar Ba, nous l'avons dit déjà pour ce qui est de cette Coupe d'Afrique. Alors finalement, tout un esprit, tout un pays pour affronter l'Égypte. C'est une compétition directe. Ce n'est pas une première. Vous savez, mais cette confrontation s'inscrit dans un contexte assez particulier. Mais ils n'ont pas plus d'appétit que nous. Nous les avons battus. Et on veut plus. Cela veut dire que nous irons en Égypte, nous les battrons là-bas et on les battra ici, au stade du Sénégal. Plein à craquer. On travaille pour ça. On a une équipe de valeur. On a une bonne fédération, un État qui investit. Les conditions vont être améliorées et maintenues. Et nous irons en Égypte, dans l'esprit de gagner là-bas et de revenir ici, de les recevoir, de gagner. Et il est possible de le faire. Et puis, ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il y a une organisation particulière avant d'aller en Égypte, à votre niveau, au niveau du département? Nous, on maîtrise maintenant ces compétitions internationales. Au début de ma nomination,
je faisais le tour avec les équipes nationales pour maîtriser. Aujourd'hui, on a tout maîtrisé. La fédération comprend. On sait ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire. Les conditions resteront les mêmes parce que c'est un standing important. L'équipe nationale, son standing dépasse toutes les équipes africaines ici. Parce que notre manière de voyager n'a rien à voir avec les autres. D'ailleurs, on rencontre une équipe ici, on la devance chez elle. Donc là, il n'y a aucun souci. Toutes les conditions de performance sont regroupées pour que les jeunes puissent aller en Égypte au combat, gagner et revenir ici au Sénégal, gagner et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Matarba, tout à l'heure, la question a été posée. Est-elle belle, cette victoire, au même niveau que celle que vous avez obtenue à Fatick? Toutes les victoires ont été belles. Mais à Fatick, ce n'était pas très évident. Oui, finalement, on vous a attribué moins de 37%. Mais il y a aucun combat qui est évident. Oui. Mais pourquoi c'était difficile à Fatick? Pourquoi à Fatick c'était difficile pour ce qui est des élections locales? Pourquoi à Fatick c'est difficile? Parce que c'est la ville du chef de l'État et que chacun est responsable. Il y avait beaucoup de listes quand même. Mais il y avait trop de listes, ce qui, à mon avis, est inadmissible. Parce que nous sommes dans un système. Et avant de penser à soi-même, il faut préserver le système. Si le président Macky Sall n'est plus là, je ne suis pas sûr que nous tous, nous puissions être des candidats quelque part. Il faut de l'intelligence aussi dans la politique. C'est vrai qu'il y a des ambitions personnelles, c'est légitime. Mais il faut savoir s'arrêter. Fatick est une ville du chef de l'État. Il y a la coalition Benno Bokk Yakaar qui est... Une ville du chef de l'État, mais qui dénote autant d'indiscipline au niveau de votre parti. Mais c'est dû à quoi? C'est dommage que ça se passe comme ça. Moi, je pense que quand on est dans un système, il faut savoir les règles qui régissent ce système et se conformer à ces règles-là. Moi, c'est ce que je fais. Je vous dis, je n'ai jamais demandé au chef de l'État de me choisir. Quand il choisit, il a ses critères. Et j'avais indiqué avant son choix que s'il avait choisi un autre, j'allais me constituer en directeur de campagne pour qu'on atteigne cet objectif-là. Parce que c'est notre régime que je dois protéger. Mais il y en a d'autres qui l'ont compris. Mais soit. C'est pourquoi j'ai lancé cet appel. Parce qu'on a fini les élections. La coalition Benno Bokk Yakaar a gagné. Ceux qui ont donné des consignes de vote contre, ceux qui ont pris des listes, ceux qui ont joué les jeux, ceux qui ne l'ont pas fait, nous tous, nous sommes des Fatickois. Nous devons revenir à la raison, nous donner la main. On a 5 ans de travail. On ne doit pas se tromper pour être dans autre chose que dans cette dynamique d'unité et de travail pour le développement de notre pays. Si c'est aussi serré, c'est dû à quoi? À un bilan qui Mais y a rien qui est serré. Du mal à satisfaire ou... Il n'y a rien qui est serré. Il n'y a rien qui est serré. Parce que quand on a une dizaine de listes, quand on fait le cumul de vous étiez à plus de 40% et maintenant vous êtes descendu jusqu'à moins de 37%. Quand j'étais à 40%, l'émiettement de notre coalition, ce n'était pas ça. Si aujourd'hui, on fait le cumul de tous ceux qui ont conduit des listes et qui sont dans notre même famille, c'est plus de 92%. C'est la lecture qu'il faudra comprendre. Mais quand il y a plusieurs personnes dans une famille et il y a un combat, le mérite, c'est d'être devant. Quel que soit le pourcentage. Parce qu'il n'y a personne parmi eux qui a déclaré qu'il n'est plus de la coalition Benno Bokk Yakaar ou bien qu'il n'est plus avec le président Macky Sall. C'est un combat, ça s'est fait, c'est regrettable, on ne devait pas en arriver là, mais puisque ça s'est fait, le reste, c'est revenir à la raison, être intelligent et savoir que Fatick est plus important que nous tous. Et pourtant, vous avez fait face à des directeurs généraux, d'autres... Et des PCA et tout. Oui. Pourquoi ça suscite autant d'enjeux, selon vous? Je ne sais pas, parce que moi, je pense que... C'est vous ou c'est le poste? C'est le poste, c'est pas moi. Je suis sûr que c'est le poste. Parce que je ne suis pas leur ennemi. Mais il y en a qui pensent autrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Fatick est une ville symbolique, parce que c'est la ville du chef de l'État. C'est regrettable qu'on se trompe de combat, parce que le combat, vouloir servir sa cité, on peut le faire brillamment sans être maire. Vous avez tendu la main, mais elle n'a jamais suivi d'effet. Oui, mais je n'arrêterai pas parce que le chef de l'État, notre mentor, continue toujours à faire appel à tout le monde. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. C'est ça. On ne se lassera pas. Parce que pour l'intérêt de notre ville, on ne peut pas se faire le luxe de ne plus parler aux uns et aux autres. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on veut servir Fatick, si on n'est pas maire, on peut le faire.
Les populations sont là-bas, ils ont besoin d'être assistés. Il y a des réalisations qu'on peut amener. En tout cas, la mairie que je dirige ne s'opposera pas à un investissement utile pour les populations. Donc, je ne vois pas où il y a le problème. Et qu'est-ce que vous comptez apporter de plus de ce que vous n'avez pas encore fait pour Fatick? Mais moi, je continue à suivre ce plan triennal d'investissement, qui est un document qui nous vient des populations. Quand même, Fatick est en retard également en termes d'investissement. Parce que vous faites une comparaison avec une ville comme Dakar ou Thiès. Mais si vous prenez Fatick qu'on connaissait, et actuellement Fatick, vous savez que Fatick est en train de faire des pans de géants dans sa transformation, dans son développement. L'eau potable à Fatick. Mais on a même l'eau, on a la même eau que Dakar. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui ne comprennent pas que Fatick est sorti de tout ça depuis avec le président Macky Sall. Il n'y a pas de commune qui a beaucoup plus de linéaires, de goudron que Fatick. Il n'y en a pas. L'assainissement, l'éclairage, l'eau potable, tout. Le stade. Mais il y a un stade correct, un stade régional. On n'a pas encore de stade municipal, bien évidemment. Mais on ira vers ça. On a un problème de foncier parce qu'on est ceinturé par la commune de Mbelakadiao, de Niakhar et de Diouroup. Mais avec la commune, comment on dit ça, l'intercommunalisation, nous allons travailler en tout cas à trouver le foncier qu'il faut et aller vers ça. Parce que Fatick est en train de grandir, la population augmente, les jeunes augmentent et on a besoin en tout cas de créer les conditions d'épanouissement de ces jeunes. Et oui, en termes d'investissement, de ce qui n'existe pas encore. Oui, c'est aujourd'hui, vu la position stratégique de Fatick, Fatick qui est au centre du Sénégal, Fatick qui est traversé par la nationale, qui va être bientôt traversé par l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, le pont de Foundiougne, qui fait qu'on peut quitter Banjul, passer par Fatick, aller à Ziguinchor ou aller à Saint-Louis. Le nouvel aéroport qui est à 90 km de Fatick, donc celui qui veut faire dans l'exportation, il suffit qu'on lui facilite la tâche pour qu'il trouve le foncier pour attirer effectivement la destination Fatick. Parce qu'il y a le pont de Foundiougne et le port de Foundiougne à 16 km. C'est pourquoi on a créé une zone industrielle pour attirer les investisseurs, avoir des industries, ce qui va relever le niveau de vie de la population, mais qui va augmenter les recettes de la commune, qui va mieux prendre en charge les préoccupations de Fatick. Alors, Matar Ba, ministre des Sports, vous l'avez dit à l'entame que le sport est un facteur de mobilisation, un facteur aussi de thérapie. Mais aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise est une jeunesse pour l'essentiel sportive au regard de ce que justement la Coupe d'Afrique nous a montré. Oui, Matar Ba, qu'avez-vous à dire à cette jeunesse par rapport aux infrastructures, mais par rapport aussi à cette forte demande? Qu'avez-vous à leur répondre? Mais avant de m'adresser à ces jeunes, je voudrais m'adresser aussi aux leaders d'opinion. Oui. Moi, quand j'étais là, devant le cortège, oui, sur mon véhicule, ce que j'ai vu en tant que jeune m'interpelle et interpelle tous les leaders d'opinion. Une jeunesse comme ça, il faut savoir leur parler. Une jeunesse comme ça, il faut être avec elle, mais d'une manière positive. Il faut les pousser à être généreux comme l'autre jour. Il ne faut jamais les détourner. La population est jeune et ces jeunes ont besoin d'encadrement, ont besoin d'une approche sociale, ont besoin de la vérité, ont besoin de patriotisme. Tout leader politique ou leader d'opinion qui s'aventure à détourner ces jeunes, tu mets ton pays en danger. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ça, c'est dans la théorie, dans la pratique. Mais la théorie sous-tend la pratique. Ce que je suis en train de dire, c'est au plus profond de moi que je le dis. C'est un message. Parce que quand je vois ces jeunes, le nombre de jeunes, si ça ne fait pas peur aux dirigeants, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur pas parce qu'on n'a pas la solution. Ça me fait peur parce que, malheureusement, nous tous, nous ne sommes pas conscients de ces enjeux. Je dis nous, parce que déjà, moi qui fais la lecture, je comprends. Oui. Mais il y a beaucoup qui prennent la parole et qui ne comprennent pas. Et qui poussent ces jeunes-là à casser, à brûler. Et ça, c'est très dangereux. Et nous tous, nous devons être ensemble pour accompagner cette jeunesse qui a besoin de nous, cette jeunesse qui a besoin d'encadrement, qui a besoin de mobilisation, mais qui a besoin aussi d'éducation. Et le sport est un facteur d'absorption. Mais bien sûr,
Le sport est en train de faire son chemin, c'est pourquoi je garantis à ces jeunes que le chef de l'État, les instructions qu'il nous a données, on se battra avec les collectivités territoriales pour mettre en place des infrastructures de proximité pour leur permettre d'avoir les parce que le chef de l'État en a fait allusion justement, lors du dernier Conseil des ministres, d'ailleurs. Même dans son discours. Mais dans son discours, c'est ça. Nous y serons, nous y travaillons d'arrache-pied, malgré le nombre de priorités au Sénégal, parce que tout est priorité, mais quand même, nous tenons en tout cas la direction avec beaucoup de sérieux et toutes les directives du chef de l'État et instructions seront appliquées. À l'endroit de cette catégorie de jeunes. Je vous parlais de cette jeunesse, mais justement, ça c'est la dernière question. Beaucoup d'enjeux autour des questions en termes de projection. Vous avez le stade à inaugurer. Vous avez également, monsieur le ministre, le match Sénégal-Égypte, mais aussi la Coupe du Monde. Oui, quel dernier message? Vous avez 2022, c'est 2022 sport. Oui. Véritablement. Parce que 2022, c'est la Coupe d'Afrique. Oui. On a gagné. C'était les élections aussi. On a gagné. On pense et on le veut et on est déterminé pour ça. On va franchir ces barrages-là. On ira en Coupe du Monde. Le chef de l'État a déjà indiqué aux jeunes, je ne vous demande pas la Coupe, mais au moins dépasser les quarts de finale. Les jeunes ont dit, nous voulons la Coupe. Nous voulons la aller Coupe du Monde. Ils disent on leur a dit aller en demi-finale et ils ont dit nous pouvons aller en finale. On se battra pour ça. Cela veut dire que la réaction est positive. C'est ça que je veux souligner. Je ne parle pas de la Coupe. Vous êtes compris. Mais aujourd'hui, 2022 aussi, c'est le stade du Sénégal. Une infrastructure qu'on ne voit nulle part ici en Afrique. Que le Sénégal aura grâce au chef de l'État parce qu'il a de l'ambition pour son pays. Donc 2022 est une année de pression, une année de travail. Et on ne va pas s'arrêter, on va continuer le travail pour l'intérêt des populations. Alors, votre dernier mot concernant un département face à des enjeux, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord demander, en tout cas au monde sportif, de se concentrer sur ce que Dieu nous a donné. Une Coupe d'Afrique. Quelle a été la plus belle image? Moi, quand je suis descendu de l'avion en premier, j'ai vu le président Macky Sall au bas de l'escalier. J'ai regardé devant, j'ai vu Khalifa Sall, j'ai vu Mamadou Lamine Diallo, j'ai vu Barthélémy Diaz, j'ai vu les Déthié Fall, j'ai vu Mansour Sy Djamil, le président Pape Diop. J'ai rendu grâce à Dieu pour deux raisons. Deux raisons parce que le Sénégal est uni, mais deux raisons parce que le chef de l'État qui a fait appel à ces gens-là a encore montré la voie à la classe politique. Il y a des dossiers qui transcendent les questions politiciennes ou les questions de parti. C'est une question nationale. L'équipe nationale appartient à tout le monde. Il a gagné un trophée, c'est un trophée pour le peuple. Et l'opposition aussi l'a compris. Et ils ont spontanément accepté l'invitation du chef de l'État. Nous tous, nous devons magnifier ça et vendre cette image-là. Parce que nous avons du chemin encore à faire. On est en train de vivre, on est en train aussi de faire la politique. Oui. Il faut qu'il y ait des limites à tout et qu'on sache se rencontrer pour l'intérêt général. Surtout quand le moment le veut. Ouais. Matar Ba, il est attendu un remaniement ministériel. Matar Ba reconduit. Est-ce que vous souhaiterez, à côté du ministère des Sports, y ajouter d'autres Je vais vous surprendre. Oui. Je n'ai jamais pensé à un remaniement. Ce n'est pas le premier remaniement qui m'a trouvé ici. Oui. Parce que ma loyauté me fait comprendre une chose. Je ne suis pas élu. Celui qui est élu s'appelle Macky Sall. C'est lui que les Sénégalais ont choisi pour conduire les destinées de ce pays. C'est à lui de choisir son équipe. C'est lui qui peut être efficace à ses côtés. Moi, je reste dans mon coin. Quand il m'appelle pour que je sois à ses côtés, je me bats avec toute mon énergie pour le satisfaire parce que je sais que quand tu le satisfais, c'est le peuple qui est satisfait. Donc, je n'ai pas un problème de poste. Êtes-vous un homme comblé? Je suis un homme comblé parce que j'avais prié pour que Dieu m'accorde cette faveur-là, que je sois le premier ministre des Sports, à remettre le trophée continental au président de la République. Et le rêve s'est réalisé. Matar Ba, merci. Merci. Ça a été un plaisir. Mais bien sûr, c'est un plaisir toujours de partager des moments, comme je l'ai dit, de communication avec vous. Sud FM
est respecté par l'ensemble des Sénégalais. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci à vous. Ce qui reste encore, je veux parler de cette échéance capitale contre l'Égypte, la Coupe du Monde au Qatar. Oui, c'est bien possible. Merci. Au revoir et à dimanche prochain. Merci à l'équipe technique, à la tête Aline Badra Sorcier, Abdoulaye. Au revoir.